Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve actuellement pour le troisième épisode des Figures de l'ombre. Et pas des moindres, parce qu'aujourd'hui on reçoit un corps de métier qui représente le plus pour moi justement les métiers de l'ombre qu'on aimerait justement mettre plus en valeur. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Pierre Michael, ça va bien? Très bien, merci Très bien. beaucoup Isma. Super. Aujourd'hui ça va être un épisode qui va être assez riche. J'ai pas mal de points sur lesquels j'aimerais qu'on développe. D'accord. N'hésitez pas déjà d'ailleurs à vous abonner à la chaîne. Alors, regardez les derniers épisodes qu'on a pu tourner, on a eu de bons retours, des retours riches également développés. Donc, ça nous fait énormément plaisir et on espère que ça continuera en tout cas. Pour commencer, très simplement, au niveau du parcours, comment tu as pu vivre déjà ton enfance? J'ai vécu une enfance très heureuse. J'ai pas de drame ou de choses compliquées, à part le divorce de mes parents, comme beaucoup de gens à notre époque. Il y en avait moins à mon époque, maintenant ça devient commun. Donc c'est le seul drame de mon enfance, même si c'est un drame important. Ouais. Mais mon enfance a été plutôt heureuse, entourée de gens aimants et qui m'ont apporté énormément, que ce soit culturellement, dans l'ouverture d'esprit, dans le regard, dans le respect et tout ça. Donc voilà, plutôt très heureux de ce qui s'est passé jusque-là et ça m'a mené jusqu'ici. J'imagine que c'est un peu aussi grâce à ça. Exact. Et t'étais quel type de gamin? J'étais un gamin que je suis toujours extrêmement curieux. Okay. Et donc j'ai toujours eu des passions ou des envies de découvrir, de connaître, de tester, d'essayer, que ce soit dans tous les sujets, quoi, de tout d'un coup se dire tiens je vais apprendre un instrument de musique ou tiens je vais regarder les étoiles comment c'est ou tiens je veux apprendre telle langue ou etc. Donc voilà, j'ai toujours été en recherche de connaissances. C'est bien, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir en étant jeune. Je crois que la curiosité est la chose la plus importante parce qu'elle permet de voir une vie riche et entière. Et aujourd'hui encore plus grâce à Internet et à la disponibilité de tout ce qu'il y a dans le monde à notre porte, juste d'un clic. Moi, à l'époque, quand je voulais me renseigner sur quelque chose, il fallait aller soit dans une encyclopédie, soit se balader dans une bibliothèque pour avoir des renseignements, soit contacter quelqu'un. Soit contacter un professionnel de ça. C'était vraiment beaucoup plus compliqué, quoi. Bien sûr. Et sur n'importe quel sujet, en plus, pas forcément... Ouais, c'était plus compliqué. Ah, okay. Ouais. Ok, super. Au niveau du parcours scolaire, comment il s'est un peu établi? Quel parcours? Très moyen. Rien d'exceptionnel, j'étais pas un mauvais élève, j'étais l'élève qui est toujours un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est moi, ça. Pour passer, qu'on me fasse pas chier, que voilà, tout allait bien. Savais quand accélérer, être présent au moment important des examens. Moi, c'est exactement ça. Donc, sans étincelle, j'ai tout de suite compris que j'allais pas être un polytechnicien, que j'essayerais d'avoir mon bac le plus possible, essayer de faire quelques années d'université au cas où pour trouver un métier, un truc sympa, mais voilà, j'ai pas eu d'autre ambition que ça, si ce n'est que d'apprendre, de faire des choses. Et quelquefois, je m'ennuyais beaucoup, parce que les profs sont une chose essentielle et que malheureusement, souvent, il y en a qui sont pas à la hauteur de ce qu'ils doivent apporter aux enfants et qu'on s'endort plus qu'autre chose avec eux. Ouais. Mais sinon, voilà, très normal, quoi. Classique. Ouais. Parcours classique. C'était du coup en quelle branche à peu près? Général, jusqu'ensuite le bac S. J'ai passé à l'époque, c'était un bac S, c'est les bacs scientifiques. Ouais. Et parce que c'est celui qui proposait le plus d'ouverture en général quand vous avez les meilleures notes. Voilà. Sciences, ingénieurs, tout ça. Ça permet ensuite de se dire bon, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Donc je voulais avoir ça et ensuite je suis rentré, je ne sais toujours pas pourquoi, à l'université Paris-Dauphine, qui est une université de sciences éco. Alors que c'est pas du tout mon truc, je n'ai rien à faire là-dedans. J'ai très vite compris au bout de 2 mois, quoi. Okay. Et j'ai commencé le théâtre en même temps, à ce moment-là. J'allais revenir, parfaite transition. Au niveau du théâtre, c'est plus de 40 pièces de théâtre jouées. Ouais. Qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience-là? Qu'est-ce que ça t'a appris? Parce que ça a été tes débuts, je pense que ça forge énormément. Ouais. Et ouais, je veux un peu avoir son expérience. Non seulement ça, mais j'ai eu la chance de rentrer à la Comédie Française, qui est quand même un endroit privilégié pour faire du théâtre, puisque c'est la troupe nationale, et que c'est comme si vous étiez en équipe de France de foot, quoi, mais de théâtre. Donc vous avez les moyens de l'État pour pouvoir produire les plus beaux spectacles avec les plus beaux costumes, les meilleurs metteurs en scène, les meilleurs comédiens, etc. Donc ça, j'ai eu cette chance-là. J'y suis resté pendant 17 ans. Ça m'a apporté tout mon métier, en fait, puisqu'avant, je sortais du conservatoire et j'ai sauté directement là. Ça m'a apporté toute la connaissance, l'expérience de la scène, de ce que c'est que de monter sur scène chaque soir devant 800 ou 900 personnes,
l'expérience du langage, des mots, des textes à apprendre, des alexandrins, de tout, du théâtre classique. Et donc voilà, ça m'a formé complètement pour pouvoir ensuite, à peu près, pouvoir affronter n'importe quoi dans ce métier, quoi. Ok. C'est pendant le théâtre que l'amour pour tout ce qui était romantique, ça c'est né chez toi? Parce que je sais que tout ce qui est comédie romantique, par exemple, ça, celles qui sont bien faites, je précise. Ah ouais. Pas celles qui passent Non, à foison sur pas les M6 trucs de pendant Noël, ouais. voilà. Non. Mais celles qui... Alors, les comédies romantiques, c'est mon petit péché mignon parce que je les aime quand elles sont, comme tu dis, belles, bien faites et tout. Comme quand c'est Love Actually, quand c'est The Holiday, quand c'est ce genre de film, j'adore ça. Parce que c'est difficile à faire, de parler de sentiments basiques comme ça pendant 1h30 et que les gens soient happés par l'histoire et se projettent sur une histoire en se disant je veux vivre la même chose, je veux avoir la même vie et tout Exactement. ça. Mais c'est pas né à ce moment-là, c'est un truc d'enfant aussi, c'est parce que la comédie romantique c'est un peu le rêve aussi qu'on peut avoir dans un film. Si on rêve pas d'être un super-héros dans un Marvel, on peut aussi rêver de rencontrer la femme de sa vie, d'avoir une histoire magnifique, une rencontre fortuite, etc. Donc voilà, c'est relié là aussi à mon avis à des rêves et des trucs d'enfance. Ok, super. Je regardais une interview de toi il y a longtemps, en 2015. Ouais. Et tu parlais en fait de la valeur et de l'implication qu'il faut avoir quand on veut devenir comédien. Ouais. Et en fait, c'était pas un coup de gueule, mais on n'était pas loin, où tu disais que tu n'étais pas réellement satisfait et tu trouvais pas que c'était une bonne manière d'amener les choses, de juste, ouais, j'ai envie de faire par exemple un stage de 2 semaines et j'ai envie de devenir comédien. Ouais. Ou cette envie-là, par exemple, me prend de devenir doubleur parce que bon, ça a l'air cool, etc. Et tu mettais vraiment l'importance sur le fait qu'il fallait apprendre des compétences, que c'était un travail qui était précis, qui était sérieux, qui était fatigant, et qu'il fallait le faire vraiment de manière sérieuse et pas juste comme une envie. J'aimerais que tu développes un peu plus sur cet aspect-là. Et c'est vrai, parce que et ça devient assez récurrent dans les nouvelles générations de plus en plus, où ce que je peux comprendre, les gens veulent tout de suite. Et donc, ils ont l'impression que tout est accessible tout de suite. Bien sûr, gratification instantanée. C'est une application gratuite, on a l'impression d'apprendre un truc, c'est... un voyage offert, un machin, on l'a tout de suite. C'est Uber, mais les choses les plus simples. Voilà, Uber, je commande à manger, etc. Tout. Et c'est le problème du métier de représentation, entre guillemets, du comédien, etc. Les gens ont l'impression que c'est facile. Parce qu'ils se disent, bah voilà, quoi, il est devant une image, je le vois dans ma télé, il parle comme moi, quoi. Quelle est la différence ? Mais la différence, elle est très, très importante. Et c'est ça que les mômes ont l'impression de ne pas comprendre. C'est-à-dire qu'ils se disent, parce que ce qui est normal, ça peut être flatteur de se dire, on me voit dans la télé, je vais rayonner partout sur toutes les télés de France. Ça flatte l'ego, bien sûr. Voilà, c'est un truc qui se dit, je veux être devant, moi aussi je l'ai eu quand j'étais môme. Mais j'ai très vite compris que le vouloir, c'est une chose. Mais quand vous vous retrouvez sur un plateau pour être filmé ou pour jouer au théâtre, c'est un autre monde. C'est que tout d'un coup, il y a des règles, il y a des choses à apprendre, il y a de la technique, il y a des trucs, parce que sinon, si vous montez sur un plateau de théâtre sans avoir jamais rien fait, personne ne vous entendra, personne ne vous regardera, vous serez en train de vous décomposer, de vous faire pipi dessus en rentrant sur le plateau devant 800 personnes. Tout ça, ce sont des compétences qui s'acquièrent. Alors oui, on va me dire, ouais, mais enfin, machin, il n'a jamais fait de cours, Alain Delon, mais c'est vrai, il y en a certains qui ont ça plus ou moins naturellement mais c'est toujours et qui le travaillent. Mais c'est exceptionnel. C'est toujours exceptionnel. C'est quelque chose qui m'énerve parce que de manière générale, dans tous les domaines, il y a toujours une part de personnes qui auront un talent et on va généraliser ça. Et tu auras un Usain Bolt qui a des jambes 3 fois plus longues que les autres et qui va dégommer tout le monde naturellement. Et il fera moins d'efforts que l'autre, mais il bosse quand même après. Il bosse quand même. Ces personnes-là, on oublie le travail. Voilà. C'est comme Messi, ce parallèle Messi, talent, Ronaldo, travail. Exactement. Messi aussi travaille. Les deux travaillent. Avoir du talent au départ, c'est une chose et c'est essentiel. Mais le talent sans le travail, il sert à rien. Exactement. Moi, je connais un nombre de gens hyper talentueux dans leur chambre de bonne et qui n'ont jamais rien fait d'autre parce qu'ils n'ont pas essayé de mettre en place des choses. Et le talent, ça n'est pas seulement le travail sur soi, c'est aussi la chance. La chance, c'est du talent. Donc, ça fait partie de tout ça. Et il faut apprendre à se dire, OK, j'ai un but, que ce soit je veux devenir pilote d'avion, je veux devenir boucher, je veux devenir ceci, n'importe, ça nécessite des compétences.
pour y arriver à ce but. Ça nécessite de se dire, je vais aller voir un mec qui va me dire, voilà, ta viande, regarde bien, elle a un sens, tu la coupes comme ça, essaye devant moi, ok, t'as compris, on le refait, etc. C'est des choses qui s'apprennent. Le pilote d'avion, s'il débarque dans le truc, le mec, quel bouton, pourquoi, comment, il faut qu'il sache tout, de A à Z, même s'il se sert que du tiers, du quart, de tout. Et le comédien, c'est pareil, figurez-vous, il y a des boutons. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on apprend, des méthodes, des trucs qui nous permettent d'avancer et de faire ce métier-là d'une façon cohérente et sur la longueur. Parce qu'il y a plein de gens aussi, il y a des mômes qui sont pris pour un film parce qu'ils ont 17 ans, qui ressemblent au truc, etc., qui sont même nominés au César, mais ils disparaissent 2 minutes après parce qu'ils ne seront pas repris pour un autre film, ils sont incapables de développer autre chose que ce qu'ils sont à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez faire une carrière, si vous voulez faire un parcours, il faut prendre les armes pour. On ne va pas à la guerre avec des sandales en plastique et un bouclier en caoutchouc. On fabrique les choses, on se fait des belles tatanes, on se fait une belle armure, on se fait un beau bouclier et ensuite on avance. Et avec tout ça, on peut avancer dans cette guerre qu'est la vie, qu'est votre métier, qu'est votre talent pour pouvoir le développer et l'offrir. Donc ça, c'est vachement important. Exactement, parce que je pense que c'est vraiment lié au fait qu'on voit que le produit fini. Comme comédien, il parle, ça a l'air facile, accessible. Bien sûr. Comparé à d'autres métiers, pilote de ligne, etc., où on va beaucoup plus complexifier les choses par rapport au produit fini. Faire des stages, c'est très intéressant parce que ça permet déjà de se tester, de voir si ça plaît. Parce qu'il y a des gens qui se disent, je rêve de faire ça. Puis tout d'un coup, quand on va leur dire, voilà, tu as 3 pages de texte à apprendre pour demain. Tu dois te mettre nu pour faire ceci, pour faire cela. Et tu dois hurler en faisant le débile, en ayant l'air d'une plante. Au bout de 15 jours, ils vont peut-être se dire... Non, c'est pas mon truc. Sûr. Non, je vais peut-être reprendre plutôt mon CAP, le machin. Donc c'est important. Exactement. Ok, super. On en parlait un peu plus tôt, juste avant que l'interview commence. On parlait de l'importance du son dans un film. Oui. Et je cite même votre phrase, la mémoire d'un film, c'est à 80% le son et les voix. C'est vrai. Ça, vraiment, je suis d'accord et développer aussi sur ce point. Le doublage existe depuis longtemps. Depuis l'après-guerre, il est devenu une industrie récurrente. Que le cinéma français a développé pour protéger un petit peu l'invasion des films américains et tout ça, et pour pouvoir l'offrir au public français, doublé, accessible pour tout le monde. Sauf que, à l'époque, ça se faisait un petit peu sous le manteau, quoi. C'était un peu honteux de faire du doublage. Donc les vrais comédiens, c'était ceux qui étaient sur scène le soir, sur des films, etc., et quand ils allaient faire du doublage, ils n'en parlaient pas, quoi. Ils le faisaient tranquillement parce que ça leur permettait de gagner bien leur vie à côté. Mais c'était pas un truc dont on se vantait. Et pour moi, par exemple, à l'époque, j'adorais, j'avais une passion pour les voix déjà à ce moment-là, mais c'était impossible de savoir qui doublait quoi. Les noms des gens n'étaient pas mis en avant, il n'y avait rien, il n'y avait pas marqué les noms au générique, il n'y avait rien du tout. Donc savoir qui était la voix d'un tel ou un tel, c'était pas possible. Et Internet a permis de changer ça, d'abord avec les forums, parce qu'il y a toujours des passionnés comme moi je l'étais, il y a des gens qui s'intéressent à ça et qui veulent se dire, tiens, mais qui est-ce qu'il fait ? Et ils se renseignent et ils se donnent des tuyaux, et puis les choses commencent à se faire et à se connaître. Ensuite, Internet s'est développé et la lumière a été mise sur ce métier parce que c'est une chose extrêmement importante. La voix, c'est puissant. La voix, c'est l'émotion même de l'être humain. C'est la chose qui naît au premier cri. C'est la chose qui nous transperce, qui reste en nous. La voix de votre père, la voix de votre mère, c'est quelque chose que vous aurez toute votre vie. Et même quand ils seront disparus, ce souvenir-là, si vous les réentendez, ça sera une émotion immédiatement. Et ben c'est la même chose. Les voix que vous entendez, je parle là pour l'instant, là pour le coup des voix de doublage, les voix que vous entendez quand vous êtes môme, parce qu'en général, on ne regarde pas les VO quand on est enfant, ce sont des choses qui vous imprègnent inconsciemment et qui restent et qui demeurent en vous ensuite toute votre vie. Donc, c'est toujours relié à une émotion d'un film qui vous a fait rire, pleurer, un dessin animé qui vous a régalé, etc. etc. Donc, c'est des choses hyper importantes. Et comme je le dis, c'est vrai qu'un film, vous pouvez éteindre l'image et laisser juste le son, vous le comprendrez, vous l'entendrez, vous le réaliserez, votre cerveau fera le reste. Mais si vous laissez juste l'image, que vous coupez la musique, que vous coupez le son, plus les voir, rien, là, vous allez à peine comprendre ce qui se passe, quoi. C'est fade, exact. Ok, super. C'est vrai que c'est important, cet aspect vraiment auditif. On se rend pas compte parce qu'en fait, je pense vraiment on est dans une ère avec les réseaux sociaux où l'aspect vidéo, l'aspect visuel, l'aspect effet, il est beaucoup mis en avant. Mais les personnes qui reviennent aussi à l'essentiel, elles sont pas mal mises en avant aussi, je pense, actuellement. Là, on va rentrer dans une partie, on va vraiment beaucoup plus décortiquer le métier de comédien et doubleur. Et là, ma première question qui me vient directement en tête,
selon toi, c'est quoi les compétences vraiment clés et les qualités requises humaines pour pouvoir devenir et être un bon comédien, pour commencer? Alors, le métier de comédien, c'est un métier très, très violent pour plusieurs choses. Déjà, dans la pratique, si vous êtes timide, si vous êtes complexé, si vous avez du mal à vous exprimer, c'est quelque chose sur lequel il va falloir se battre, contre lequel il va falloir aller. Et moi, j'étais extrêmement timide, c'est-à-dire dès que j'ouvrais la bouche, je devenais rouge, j'avais du mal à parler, j'avais du mal à m'exprimer. Et bizarrement, il y a beaucoup de timides qui font du théâtre parce que tout d'un coup, Ça casse quelque chose en eux. ils ont l'autorisation. Dans un cours de théâtre, et c'est pour ça que c'est important les cours de théâtre, vous avez le droit de vous tromper. Vous êtes là pour vous tromper. Vous êtes là pour faire de la merde et qu'on vous dise voilà comment il faut faire mieux. Voilà comment tu peux avancer, comment tu peux faire les choses. Et donc, votre timidité, vos problèmes et tout, vous pouvez les abandonner parce que tout le monde est dans le même cas dans un cours de théâtre. Tout le monde est là pour faire la même chose. Et ceux qui jugent, en général, ils se barrent très vite parce qu'ils n'ont rien compris. Et donc, c'est un endroit safe et c'est ça qui est bien. L'exutoire. Et ouais, ça permet de se lâcher, de se connaître. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez rentrer en introspection sur vous, sur ce que vous êtes, sur votre voix, sur votre corps, apprendre à le maîtriser, à le connaître, à le bouger, à être sur scène, à oser vous représenter devant d'autres personnes, etc., etc. Donc ce métier-là, c'est pas la maîtrise d'un outil comme un tapissier utilise un marteau et des clous, un boucher, un couteau, etc. C'est votre outil. Ah ouais. Mais cet outil-là, c'est l'outil de votre vie, vous l'avez au départ, vous l'aurez en mourant. Et il faut le perfectionner, l'apprendre, le maîtriser, le connaître de plus en plus. Et donc ce métier, en fait, c'est le métier d'une vie, parce qu'il vous permet de travailler dessus tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais c'est aussi un autre problème, c'est que ce métier se fait que à plusieurs. C'est rare, à part un one-man show, qu'un comédien puisse travailler tout seul. Il a besoin d'une équipe de cinéma, il a besoin de partenaires sur scène, d'un metteur en scène, de ceci, de cela. Et autant, si vous êtes peintre ou musicien, vous pouvez jouer tout seul, faire des tableaux, les vendre après, etc. Autant, le métier de comédien, il faut se créer des familles, où il faut être reçu dans des familles, où il faut être apprécié pour pouvoir travailler, et on dépend de ça. C'est ça la difficulté de ce métier, c'est que personne ne vous attend dans ce métier. Et donc il faut se dire, j'ai envie, c'est ce métier que j'ai envie de faire, que j'ai envie de pratiquer, mais personne va vous dire, je t'attendais, vas-y, pratique pour moi, je vais te payer pour ça. Non. Donc avancer, connaître pourquoi, comment ça marche, c'est le plus difficile en fait. Ok. Et comment on se détache, ou plutôt on trouve le bon équilibre entre être soi-même, évoluer dans ça, mais en même temps bien prendre les critiques et pas justement quand l'ego rentre en compte, etc. Ça c'est aussi un problème, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans la lumière, vous prenez toutes les jets de saloperie et de bonheur aussi qui sont jetés vers vous, quoi. Donc ça demande un travail sur son ego qui est long, qui est difficile et qui vous permet... Il y a plein de gens qui pètent les plombs, qui disent je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis ceci, je suis cela, puis le jour où ça casse, c'est fini, quoi. Il s'écroule et il se casse en 1000 morceaux. Donc évitez de prendre le melon trop vite et essayez d'être humble toujours, parce que ce qu'on fait un jour, le lendemain, il peut disparaître et tout le monde l'oubliera de toute façon, quoi. Ok. De manière scolaire, même si je pense connaître la réponse, est-ce que selon toi, il y a un parcours entre guillemets à suivre pour pouvoir devenir comédien? Il y a un parcours de base qui est celui de se dire, si je veux être comédien, je vais me donner les moyens de l'être, je ne vais pas l'inventer. Et pour me donner les moyens de l'être, il faut que j'ai un réseau. Et faire un réseau, ça commence dans les écoles de théâtre. Ça va être avec les potes que vous rencontrez, avec qui vous allez commencer à travailler, avec qui vous allez commencer à répéter, peut-être mettre en scène un jour un spectacle que vous allez réussir à jouer à Avignon ou à vendre quelque part, etc. etc. Donc c'est important. On ne peut pas faire ce métier tout seul dans sa chambre. Ça ne marche qu'avec les rencontres, etc. Et ensuite, si les cours de théâtre marchent bien, évidemment, les écoles, les grandes écoles, c'est encore mieux, quoi. La Rue Blanche, le TNS, le conservatoire, etc., etc. Pouvoir monter... Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé en me disant, je veux déjà parce que j'en avais besoin par rapport à ma famille qui me dit, faut pas que tu fasses ça. Je me disais, mais je veux au moins une reconnaissance là-dedans, qu'on me dise, tu mérites d'être dans cette école parce que tu as le talent nécessaire, on estime, pour pouvoir envisager peut-être un jour que tu en vives.
Donc à partir du moment où j'ai pu avoir ça, j'ai pu dire, oh, laissez-moi tranquille, maintenant, ça y est, j'ai une C'est école. l'aspect certification. Bah ouais. C'est comme si... c'est important, non, en France. Bah, c'est important. Et même pour l'estime un peu, parce qu'on a tout beau dénigrer un minimum. On a tout dénigré un moment. Quand on n'a pas confiance en soi au départ, Exactement. avoir un concours, réussir un concours pour entrer dans une école, c'est hyper important parce que c'est la validation. On te dit, écoute, voilà, c'est bien. Reste avec nous pendant 3 ans et tu vas monter et tu vas grandir. Et c'est génial. Pour moi, ça m'a fait un bien fou, ça m'a sauvé. Mais il y a d'autres parcours. Il y a d'autres gens qui ne feront jamais aucune école, mais qui vont se trouver une famille, qui vont réussir à monter des trucs dans leur coin. Et puis voilà, il n'y a pas de règles particulières. Je vois possible. Mais en tout cas, c'est des conseils quand même qu'on peut donner. Il y a des, de faire ses gammes. Si tu veux être expert comptable, tu es obligé d'avoir le diplôme, machin, etc. Exactement. Nous, il n'y a pas ça dans notre métier, ni dans le métier de comédien. Du coup, tu fais ce que tu veux. Mais c'est vrai que moi, ça m'a aidé et puis ça me permet de progresser beaucoup, quoi. Super. Selon toi, quelles ont été tes pires erreurs dans ton apprentissage, que ce soit la période théâtre plus comédien, on va dire à ce moment-là, vraiment au niveau des débuts? Le manque de confiance. Okay. Le manque de confiance. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui te retient. Tu te dis, est-ce que je mérite la place que j'ai? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est juste? Comment je vais pouvoir... est-ce qu'on va s'apercevoir que je suis très mauvais ou que j'ai rien à foutre ici à un moment, etc. Et arriver à se détacher de ça le plus vite possible, c'est hyper important. Et moi, c'est une erreur, c'est que ça m'a retenu trop vite, trop longtemps et que j'aurais dû foncer un petit peu plus dans les brancards dès le début. Quel était le déclic pour justement se détacher de ça un peu plus? Le temps. Le temps juste, la répétition, le temps, les critiques. Exactement. Et puis la confiance qui vient petit à petit et les petits pas en avant. Mais il y en a qui le font d'un coup, il y en a qui n'y arrivent jamais. Ok. Par rapport à ça, là, j'ai 2-3 questions vraiment existentielles que je me suis toujours posées par rapport aux voix off, etc. notamment. Sur le côté doublage, comment tu gères le fait de synchroniser ta voix en même temps avec les mots de la personne, de l'acteur original? Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé, entre guillemets. Tu veux dire sur l'aspect technique? Sur l'aspect technique, purement. En général, c'est pas mon travail au début de faire que ce soit synchronisé. Ok, c'est juste posé au départ. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a tout un travail qui se fait en amont dans le doublage. C'est-à-dire que il y a un auteur qui reçoit le film en VO, qui va avoir toute une traduction du film et qui va devoir adapter cette traduction pour que ça parle bien par rapport au truc. Il y a un détecteur qui va regarder le film et qui va voir chaque mouvement des lèvres, les pe, les me, les te, les que, les re, les se, et pouvoir dire avec des petits signes tout le long du film, là il ferme la bouche, là il l'ouvre, là il ceci, là il respire, là, etc. Et l'auteur, ensuite, avec ces petits signes, va essayer d'adapter des mots qui vont se tomber sur le moment où les lèvres se ferment, etc. Okay. Et donc tout ce travail est fait en amont, s'il est bien fait, pour que nous, quand on arrive, on n'ait plus qu'à lire le truc en place et à le jouer, et que ça passe sans problème à l'image. Au niveau du script, il est forcément imposé ou tu peux faire des digressions et toi-même choisir quelques mots? Ah ben non, quelquefois on est obligé de changer complètement la phrase telle qu'elle est écrite parce que soit le mec s'est planté, ça veut rien dire, soit c'est même plus du français tellement ça a été tordu pour essayer de ressembler à quelque chose, soit elle n'est pas en place et un autre mot tout d'un coup qu'on aurait inventé sur place fonctionne mieux par un miracle, on ne sait lequel. Des synonymes, on a beaucoup de synonymes en français. Ouais, donc on travaille sur... C'est vraiment un travail d'échange avec le directeur artistique et les comédiens au moment où on enregistre, parce que on finalise le truc vraiment là-dessus, quoi. Ok. C'est une autre question. Comment tu maintiens la cohérence un peu vocale que tu vas voir, par exemple, avec un personnage, notamment Brad Pitt, que tu as beaucoup doublé, sur des longues années? Par exemple, parce qu'il y a une évolution de ces personnages-là. Alors, c'est pas très difficile, c'est qu'il vieillit et moi aussi. Donc, en fait, ma voix d'il y a 30 ans, c'était sa voix d'il y a 30 ans, et sa voix aujourd'hui, c'est la mienne, quoi. Donc, les voix se modifient, mais finalement, pas tant que ça. J'aurais écouté un film ça que j'ai doublé. Juste. Ouais, ça mûrit. Il y a un petit peu plus de grave quelquefois et tout, mais la voix, elle reste unique. Il y a vraiment un changement très faible dans le truc. Donc, je ne change rien, à moins que le mec perde des dents et tout d'un coup, je parle comme ça, c'est obligé de le faire. Mais s'il n'y a pas de raison, quoi. Ouais. Ok, nickel. Et comment tu gères au niveau des contraintes quand elles sont vraiment serrées au niveau du timing? Tu parlais tout à l'heure, par exemple, d'apprendre 3 pages en un jour.
notamment quand on est comédien. Je pense que pour le doublage, je sais pas si c'est vraiment de l'apprentissage, je pense Non. que c'est plus de la lecture. Ouais. Mais quand même, en termes de timing serré ou d'adaptation que tu dois avoir des fois, comment tu gères des switches rapides qui doivent être faits? Le doublage demande une grande flexibilité du jeu, justement. Parce que tu peux passer d'une boucle du début du film, une boucle c'est un petit extrait qu'on enregistre, du début du film à celle de la fin du film, où déjà l'acteur a parcouru tout le voyage du personnage et où il n'est plus le même. Donc, ou alors tu passes d'une scène où il rigole à une scène où il est en larmes en train de hurler juste après, quoi, pour X ou Y raison. Donc c'est là où tu sais que tu dois avoir ton instrument prêt et le maîtriser le plus possible. Et c'est pour ça que se dire tiens, j'aimerais bien faire du doublage, non. Parce que c'est pas juste parler comme ça, c'est vraiment incarner ce qui se passe et ce que la personne a été payée pour faire très cher souvent à l'écran À Hollywood. et qu'elle a les moyens techniques, émotionnels et de le faire et qu'elle a beaucoup travaillé pour y arriver et qu'il n'y a pas de raison que toi tu travailles moins pour le représenter. Ok, très intéressant. Ton avis sur un peu tout ce qui se passe actuellement, ce qu'on voit émerger au niveau de l'intelligence artificielle, j'ai déjà entendu ton avis dessus, je veux pas que tu le répètes juste, parce que tu as dit que c'était quelque chose pour toi de positif, si c'était utilisé à bon escient, Oui. que ça devait être réglementé, régulé, je suis totalement d'accord. Tu poursuis dans cette voie? Tu as toujours cet avis-là? Absolument. Je parle de l'intelligence artificielle dans l'absolu. Elle est, de toute façon, incontournable. Je veux dire, elle ne va pas s'arrêter demain. Inévitable. Donc, Clair. à partir du moment où on sait qu'elle est là, il faut savoir aussi les dangers qu'elle peut amener, tout comme les bienfaits qu'elle peut amener. Tiens, dans la recherche, dans la santé, dans la technologie, dans tout ça, elle va amener énormément et c'est super, c'est très important pour l'humanité, etc. Mais en même temps, elle va détruire ou en tout cas modifier énormément de métiers, et pas des moindres, que ce soit du juriste à l'avocat, en passant par le médecin, L'ouvrier, voilà. le chirurgien demain quand il y aura un robot qui reprendra sa place, etc. L'ouvrier, pour l'instant, bizarrement, il est plus protégé parce qu'il faut toujours porter une pierre et mettre ça sur un maçon. Pour l'instant, c'est pas l'intelligence artificielle qui va le faire. Mais ça va être le cas dès que le robot va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et qui va pouvoir le faire à sa place. Ce qui va venir très vite parce qu'on a une technologie qui est exponentielle, Exactement, ça avance qui très vite. explose Ça, c'est d'une surprenant. forme. J'ai vu vraiment des chiffres, les gros IA qu'on connaît tous, Midjourney, Bah ouais. ChatGPT, mais j'ai vu l'évolution de l'IA par En rapport un an. à la monnaie ou Internet. Ouais. Surtout par rapport à Internet, c'est beaucoup plus exponentiel. En 4-5 ans, c'est fou. Le nombre d'utilisateurs, Absolument. ChatGPT, 100 millions en un mois, c'est incroyable. Et c'est pas fini. Ouais, bien sûr, et là, on est on en est vraiment à ce qu'on appelle des balbutiements de cette technologie. Donc, il faut la tenir, l'encadrer et savoir où elle va et où on veut l'emmener. Et par exemple, pour revenir au doublage, l'intelligence artificielle serait géniale à utiliser si on l'utilise sur l'image. C'est-à-dire qu'avec les voix françaises ou les mots français, on change la bouche de l'acteur américain pour épouser justement les mots français. Ouais. Et qu'ils deviennent totalement transparents, comme si c'était la personne qui parlait. Mais le problème, c'est que le but du jeu de tout ça pour ces entreprises, c'est de gagner de l'argent et donc d'en dépenser le moins possible. Donc, Un doublage, ça coûte cher à faire. Et forcément, si tu appuies sur un bouton et que la traduction de ton film se fait automatiquement, la détection de ton film se fait automatiquement, le changement des voix se fait automatiquement avec la voix des acteurs originaux, etc., ils vont pas hésiter 2 secondes. Donc, ça veut dire que nous aussi, on risque d'être balayés du jour au lendemain complètement. Et c'est là où il y a un problème. Est-ce qu'on veut, en France, laisser aux Américains ou à une autre nation qui produit un film n'importe quoi le monopole de la culture qui est la nôtre, en nous imposant leur voix, leur façon d'écrire, leur façon de faire, etc., sans que nous ayons à dire quoi que ce soit là-dessus. Et ça a été le problème qui s'est passé justement en 1945 après la guerre, où les Américains avaient déjà voulu envoyer tous leurs films, et où on les a obligés à les doubler en France, avec des Français, parce qu'avant ils les doublaient là-bas, avec des gens qui avaient un accent, avec des trucs ridicules et tout ça, et les gens se disaient, grotesque au c'est quoi final. cette merde Voilà. Surtout qu'on est très critique en fait. Mais ouais, donc la France avait édité un décret qui est le visa d'exploitation entre autres. Si tu veux diffuser ton film en France,
tu le doubles en France avec des acteurs français et des voix françaises. Et c'est la même chose qu'il faut faire aujourd'hui. Si vous voulez diffuser un film en France, vous le faites avec des acteurs français et des voix françaises. Et je dirais même plus, si vous voulez vous adresser à des humains, des gens de chair et de sang, vous utilisez des humains. Parce que, et on en revient à la culture de l'enfant et de tout ce que tu apprends quand tu es môme, quand tu regardes la télé, est-ce que tu imagines que tout ce que tes enfants pourront ingurgiter va être uniquement des trucs fournis par l'IA, les émotions d'une voix synthétique qui n'a jamais existé, l'écriture synthétique d'un truc qui a juste repompé tout ce qui existait avant, les dessins synthétiques de quelqu'un qui n'a jamais pensé un film ou un machin. On va arriver à une sorte de soupe générale et nos enfants vont être biberonnés à ça et grandir là-dedans et ça va faire baisser le niveau de QI général de c'est ça, moi je pense qu'on va niveler par le bas en fait. Mais c'est le problème. Ce qui était déjà le cas entre guillemets avec les réseaux sociaux, avec ChatGPT. Ça commence. Au niveau de la réflexion, on pousse beaucoup moins de choses. J'ai une question, j'ai envie de reformuler un texte, je le fais plus moi-même, je demande à ChatGPT. C'est vrai. Et donc il faut une vraie réflexion éthique là-dessus, sur qu'est-ce qu'on donne en culture au monde. Chaque pays doit avoir sa culture, représenter sa culture, l'offrir au monde. Mais l'un ne doit pas déverser sur tout le monde entier sa culture juste avec des ordinateurs et des trucs comme ça. Et puis, je pense que c'est vraiment très important au niveau de l'identité. Je ne prends pas position forcément parce qu'on verra l'évolution que ça aura, l'intelligence artificielle, mais vraiment d'avoir une identité individuelle. Quand on voit actuellement tout ce qui est au niveau des films coréens, des séries coréennes notamment, comment elles cartonnent, c'est pas anodin. Bien sûr. Et on entend leur voix. Et des Français, franchement, il y a 10 ans qu'on m'aurait dit, moi-même actuellement, aller sur Netflix, lancer une série ou un film coréen, le regarder en VO traduit français, bien sûr. Enfin, juste avec les sous-titres en français. Je n'aurais pas été convaincu, pourtant ça le fait et ça cartonne. Et ça, le software, c'est la chose la plus importante. C'est l'intérêt des plateformes, c'est qu'elles ont ouvert beaucoup le marché international à ça. Et c'est vrai qu'on découvre aujourd'hui des téléfilms espagnols, portugais, brésiliens, et toute une autre culture comme ça, ou de gens qui font des trucs, on se dit, ouais, mais putain, ça tient le coup. Des trucs suédois, norvégiens, allemands, machin, où on se dirait, j'aurais jamais eu accès à ça. Je veux dire, si j'avais mes 3 chaînes à la télé comme d'habitude. Moi, j'aurais pas forcément eu l'envie, la curiosité. Ou j'aurais pas eu l'envie. Honnêtement, on aurait peut-être même eu l'arrogance de lancer ce type de programme. On va pas se mentir. On est chauvin, on va regarder ce qui nous arrange toujours, ce qu'on est habitué à voir, américain, anglais, français à la limite. Mais non, là, on lance. Tout est érigé à la même enseigne. C'est ça. Il y a une série coréenne, il y a une série française qui est à côté. Tu lances, ça te donne envie. Let's go. Et je pense que ça a beaucoup apporté ce côté-là. Exactement. Et donc, il faut garder et conserver ça. Le rendre accessible culturellement à tout le monde, c'est-à-dire que pour des Français, il y en a qui n'aiment pas voir la VO, donc c'est bien qu'ils aient une VF dessus, quoi, pour pouvoir voir l'image uniquement et pas être sans arrêt en train de lire des sous-titres et qui les distraient du reste, quoi. Mais si c'était fait par l'intelligence artificielle, comme ça risque de le devenir, là c'est vraiment un autre problème plus éthique qu'autre chose. Ouais, exactement. Ok. Et d'ailleurs, t'en penses quoi des personnes qui dézinguent la VF ? Alors, ils ont le droit, alors totalement. Moi-même, je préfère voir un film en VO, j'ai aucun problème avec ça. Seulement, si demain on leur dit à ton môme qui a 2 ou 3 ans, tu veux monter un dessin animé, tu vas le montrer en VO, tu vas faire comment ? Il va jamais rien comprendre. Et puis celui qui a du mal à lire, qui est un peu dyslexique, qui arrive jamais à aller au bout du sous-titre avant qu'il soit changé parce que c'est fatigant, ou alors il profite plus de l'image, il voit plus l'action, le mec il a plus plaisir là non plus. Donc je crois qu'il faut arrêter de se dire c'est bien, c'est pas bien. Chacun fait comme il veut. Exactement. Et on a cette chance-là. Moi, je m'amuse même à mettre d'autres doublages sur certaines. On a ce choix-là sur Netflix et autres, de pouvoir regarder un peu ce qui se fait. Et tu te dis, waouh, on a de la chance, on a un bon doublage par moment quand même en France. Parce que tu entends des trucs, tu te dis, wow, c'est quand même dur. Donc la VF, franchement, en général, il y en a des très mauvaises, mais en général, elle est plutôt de qualité. Et elle est faite avec sérieux, ça je peux le dire. Et elle s'adresse pas à tout le monde, mais il y a quand même encore 90% de la population qui en a envie ou qui en a besoin pour pouvoir accéder à la culture et au film à travers ça. C'est important de le garder, je trouve. Ok, super. Là, on va rentrer dans une partie vraiment ciblée sur le doublage. Oui. J'ai des questions un peu plus précises, et notamment sur des rôles que tu as pu avoir. Brad Pitt, c'est ta voix préférée, et tu le disais notamment pour la finesse qu'il a, l'intelligence dans le jeu qu'il a. Ça, j'ai retenu ça de ce que tu as pu dire notamment. Tu as commencé sur Ennemi rapproché ? Oui. Ok, donc en 97. C'est ça. Je ne me trompe pas. Premier doublage. À ce moment-là, comment tu le sentais déjà au niveau de ta carrière ? Parce Brad Pitt, était très jeune. Il était très jeune, mais il avait déjà cartonné sur 3-4 films. Et il avait fait
le truc des 12 singes, je sais plus comment ça s'appelait, et il avait fait Seven, il avait fait Thelma et Louise, c'était quand même C'est une déjà... étoile montante. Ah ouais. Pas loin de la confirmation. Si ça l'avait pas été, il n'aurait pas été face à Harrison Ford en rôle principal Ouais, bien sûr. dedans. Donc c'était déjà quand même un gros bonhomme. Et on a 3 ans de différence, à peu près. Et ouais, franchement, j'étais très en admiration de ce qu'il faisait déjà, et je n'ai jamais été déçu par ses choix ou par ses envies ou par ses réussites et ce qu'il faisait dans ses films. Et c'est fort, parce que la longévité qu'il a, Ouais. moi je suis en 2001. Ça veut dire que je suis né dans cette période-là où il commençait vraiment à exploser, Ouais. on va pas se mentir. Ça a suivi derrière, il y a eu Mr. et Mrs. Smith. Il a enchaîné après derrière, franchement on va pas se mentir. Et je me rends compte que 2023, il y a quelques mois, j'étais dans l'avion vers New York et j'aurais des Bullet Train. Bah ouais. Incroyable, avec lui dedans, j'ai kiffé le film. Et je me suis dit, la longévité quand même c'est fort, Babylone aussi. En fait on se rend pas compte, mais 25 ans de carrière, C'est énorme. au top. Ouais, Il y a eu oui. des moments un peu moins, bien évidemment, c'est comme tout. Ouais, ouais. Le cinéma c'est riche, mais au top c'est très très fort. Ça, Mais ce il rôle-là. a eu cette intelligence-là de se créer lui-même ses rôles, en fait. Et que, justement, toute cette époque-là, au début, il était plus choisi pour autre chose que ce qu'il était. C'est-à-dire le beau mec. Et on lui donnait un peu ce genre de rôle. Et ça passe avec le temps. Le beau mec devient plus un beau mec, quoi, au bout d'un moment. Il y en a d'autres qui prennent sa place. Et ouais, et il s'est dit, j'en ai marre qu'on me propose des rôles de merde ou des trucs de super-héros, de machin, je veux créer moi-même les rôles que j'ai envie de jouer. Et donc il a créé sa boîte de prod, qui a monté des films, ses projets, et qui a pu lui permettre de s'écrire ses propres rôles dans des films et de choisir. Et donc il a pu, grâce à ça, rester toujours... Parce qu'en plus, il a bon goût quand même avec sa boîte de prod. Il a au moins créé 7 films à Oscar déjà. Ouais. Et il a toujours pu avoir accès, du coup, à des rôles passionnants. C'est fort ça, du coup, l'aspect de rester indépendant. Ouais. Ce qui n'est pas une obligation pour tout Et le à monde. Hollywood, mais c'est il a fait ce compliqué. choix-là. Hein. Très compliqué. Ouais. Mais Mais c'est en ce termes qu'a de fait, moyens pour faire le poids. C'est ce que fait Tom Cruise aussi. Ouais, Tom Cruise, ouais. Il a choisi lui-même d'avoir des contrats où il pouvait choisir ses films, ses machins, etc. Et ils n'attendent pas qu'on écrive des choses pour eux, en fait. Et ça, c'est vachement intéressant. Souvent, là, ils sont à la coproduction, etc. Tout de suite. Ouais. Ils sont même à la production. De toute façon, en général, les acteurs là-bas sont toujours en coproduction. À partir du moment où ils sont engagés, ils mettent leur nom en coprod pour des questions de salaire. Mais là, ils sont en amont dans l'écriture, dans la génération des projets directement. Enfin, tu penses que c'est quelque chose qu'on peut faire dès le début ou c'est quand on a une carrière un minimum installée? Ah ouais, bah oui. Ouais. Il y en a il y a Reese Witherspoon, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Je vois c'est qui, ouais. Eh ben c'est pareil, elle a fait pareil. Et elle a créé une boîte de prod. Et grâce à cette boîte de prod, aujourd'hui, elle produit des séries, des trucs. Et elle se donne des beaux rôles. Parce que c'était la petite minette mignonne aussi, la petite blonde, qui a eu 2-3 succès. Mais elle aurait fini aux oubliettes comme 80% des minettes de cette époque-là. Mais elle a réussi. Et du coup, elle produit Morning Show, elle se donne un rôle dedans. Elle produit tel truc, elle se donne des rôles dedans. Et elle arrive toujours à être au top du truc. Très important. Ok. Quel était pour toi ton doublage préféré de Brad Pitt et celui que tu aurais rêvé de doubler? Que j'aurais rêvé de doubler de Brad Pitt, que j'ai pas fait. Ouais, exactement. Bah, il y en a peu que j'ai pas fait en fait. Et celui que j'aurais bien aimé faire, c'est Seven. Et mon doublage préféré, je crois que c'est... Ocean Eleven, tu l'as fait? Oui. Ouais. Je crois que c'est le Benjamin Button. Incroyable, c'était une voix... qu'on appelle ça? C'était une voix off. Bah, beaucoup, oui. Enfin, beaucoup de voix off, pas essentiellement, mais qu'est-ce qui diffère dans le fait de faire une voix off par rapport à du doublage classique? L'intérêt de la voix off, c'est que c'est une voix d'émotion. Ouais, c'est plus posé, tu racontes. C'est quelque chose où, alors, surtout dans ce film-là, où le mec est en train de raconter sa vie. Et donc, il passe par tous les âges de cette vie. Il commence bébé, il finit vieillard, et il raconte tout ça. Et on le voit le vivre en même temps avec des scènes, etc. Et donc c'était passionnant à faire parce qu'il y avait en effet l'évolution d'un homme avec ses doutes, ses colères, ses envies. Et puis c'était épique, quoi, cette vie qu'ils lui ont fait à la guerre, partir dans d'autres pays, ces histoires d'amour avec 2-3 femmes comme ça qui traversent une vie. C'est une vie d'homme, quoi. Super. On va passer à un autre acteur, Keanu Reeves, Oui. alias Neo, alias John Wick. Très fort, je trouve, comment il a su rebondir. Parce que moi, du coup, comme je te disais, je suis en 2001. J'ai grandi quand même en ayant vécu
à retardement, hein, mais comme on est en train de regarder et rattraper les Matrix, Ouais. ça a beaucoup marqué. En fait, je pense vraiment dans la pop culture, même dans le monde entier, ça a marqué Ah énormément ouais. Matrix, les personnes. Dans la mentalité, ce côté-là, pilule rouge, pilule bleue, ce un peu prendre du recul par rapport à la société, pas rentrer forcément dans tout ce qu'on nous donne, tout ce qu'on nous impose, etc. La consommation, beaucoup de choses. C'est vrai. Ça a vraiment marqué beaucoup, beaucoup de générations. Ça, je m'en rends compte, même des gens de mon âge. Hein. Non seulement dans le sujet ou abordé, mais aussi cinématographiquement. Bien sûr, révolution. Ça a été vraiment un moment de bascule dans la façon de filmer, dans les effets spéciaux. Ils ont inventé énormément de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le pilule bleu, pilule rouge, il y a beaucoup de choses qui sont reliées au complotisme et à tout ça aujourd'hui, Ouais, mais exactement. où on se dise que ouais, pourquoi, et tout d'un coup, les gens se posent des questions en Exact. double là-dessus. Ouais. Et donc c'était un film fascinant pour ça. Mais le moment où on l'enregistre, personne ne sait ça. Exactement. Personne ne sait que ça va être un triomphe, un succès ou À ce n'importe point-là, quoi. quand même, de l'influence. bien sûr. Ouais, enfin moi quand je l'ai regardé, je me dis ah c'est sympa, c'est intéressant le scénar et tout, mais on voyait rien, il n'y avait pas encore les effets spéciaux, il n'y avait pas encore les trucs. Donc je me disais ah putain c'est bien fait. Puis c'est au bout d'un moment tu comprends et tu te dis ah ouais mais ça va plus loin que juste le film d'action ou le machin, ça a un vrai support Bien sûr. de scénario, Il y a une leçon même d'explication. derrière philosophique, Ouais, ouais, ouais. qu'on peut pousser, Néo, etc. Voilà. Exactement. Morpheus. Et donc c'était un truc très important, ouais. Et il a eu du mal à passer à autre chose après Kinou. Il en a enchaîné 2-3, et puis il a fait des films un peu moins intéressants comme Constantine, comme d'autres trucs. Très dur de se détacher de l'univers. Bah, C'est très dur. Parce qu'en fait, pour moi, il y a aussi cet aspect-là, comme tu as pu le dire, d'acteurs qu'on oublie parce qu'ils sont trop réplicables. Des acteurs qui sont juste beaux, Ouais, entre ouais. guillemets, beaux et belles. Donc au final, c'est un effet de mode. Dans 5 ans, 10 ans, on peut les remplacer. Mais lui, c'était pas forcément ce cas-là. Lui, c'était plutôt un film iconique Ouais. qui a marqué des générations, même une certaine émotion. Moi, j'ai des scènes en tête. Je pense à lui. J'ai la scène où il hésite dans Matrix, où il est perdu. J'ai trop de scènes en tête de lui. Et Bien du coup, sûr. c'est très dur de se détacher de ça, je pense. Mais comment il a réussi à remodeler avec John Wick, je trouve ça très fort. Parce que moi, j'adore les films d'action. John Wick, j'ai adoré. Le 4, Ah, ils sont bien. magnifique. Il va y avoir un 5. Hein. Ouais, il y en a un 5. Ça par contre, tu seras dessus. Bah, j'espère. S'il est là, J'espère. il n'y a pas de raison. Ouais, bien sûr. Mais là, il a eu vraiment... Je crois qu'il a eu de la chance parce qu'il a été en perdition. Moi, je le doublais quasiment plus. Il n'a plus rien fait pendant un moment. Ah, il s'est même arrêté, quand même. Il s'est même arrêté, ouais. Alors, je sais qu'il a eu d'autres problèmes personnels à ce moment-là aussi qui font qu'il a pris un peu de recul. Mais il est reparti sur cette franchise qui était petite franchise au départ. Ils se sont dit, on va faire un film d'action avec des cascades et des machins. Mais le personnage qu'il a réussi à faire, de par son physique, sa coupe de cheveux, ses machins, son truc, ont tout de suite impacté. Iconique, badass. Et voilà. Et les gens sont passés avec lui du côté oh j'aime bien, ça me Ouais. conforte. Exactement. Alors que c'est quand même un criminel. En principe. Et tout le monde se dit ah j'aime bien. Ouais, bien sûr. Sur ces dernières années, les criminels, ils sont appréciés. Hein. Je pense, je vois l'image que ça a Narcos. Oui, c'est pareil. Quand on voit le fond de l'histoire, ce qu'il a fait, notamment Pablo Escobar, etc., c'est un exemple. C'est des monstres. Mais voilà, exactement. Ah ouais. Mais ils sont, entre guillemets, adorés. Les Peaky Blinders, on aime les méchants, on va pas se Ah mentir, ouais. de plus en plus dans notre génération. Mais John Wick, ouais, c'est quelque chose. Et le dernier, les plans d'action, j'ai aimé. Même si je trouvais ça des fois un peu à rallonge, mais ça faisait pas de mal. Parce que franchement, les derniers films d'action que je voyais, c'était un peu la même chose. Ouais, ouais. Là, franchement, c'était travaillé. Il l'a dit, même j'ai regardé une interview où il citait physiquement, c'était Ah éprouvant. bah, c'est du Ça boulot. se hein. voyait, les scènes, comment elles étaient longues. Tu peux regarder les making-of, des Ouais, trucs. exactement. C'est crevant. hein. costaud. Déjà, un tournage, c'est épuisant. Normal, hein. Ouais. Mais alors un tournage, D'action. parce qu'il n'improvise pas, ça, c'est des trucs répétés en avance en plus. Mhm. C'est-à-dire, il y a des mois de boulot derrière, en salle, avec Ouais. les cascadeurs, avec les trucs, Bien sûr. pour pouvoir préparer. Donc, tu arrives le jour J, tu as déjà fait cette bagarre 20 fois, tout le monde sait à peu près ce qu'il va faire, mais bon, tu es sur des escaliers, il fait froid, tu es quand même obligé d'assurer, sûr. quoi. Mhm. Et il n'a pas une doublure pour tous les trucs. Mm. Tu vois, il a une doublure pour certaines certains passages. cascades, mais pas pour tout. Donc il faut quand même qu'il donne. Et il est de ma génération, quoi. On n'est plus tout jeune pour faire ce genre de truc. Donc franchement, respect pour Il a la tout ça. cinquantaine, Keanu Reeves. Ah bah, Je pense 40 ans, non il a 58 ou 59. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Il est trop bien, hein, par contre. Bien hein. sûr. Ah, c'est très fort. Hein. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Franchement, les scènes même prises en hauteur, c'est un film à voir pour les fans d'action, Ouais, je ouais. pense. Ah mais c'est très ouais. bien. Très, très Même bien. la fin Et ça l'a à remis, Paris, excellent. dans la Au bout A-list du jour, direct. dans la hype, exactement. Tout de Ouais, suite, sur la bizarrement. Et je crois qu'ils s'y attendaient pas à ce point-là. Du coup, ils ont enchaîné cette nouvelle franchise. Mm. J'espère qu'il va pouvoir faire autre chose à côté, Ouais. d'autres trucs un peu différents. On va voir.
Ouais, que ça puisse lui permettre de vraiment un vrai rebond et derrière d'enchaîner. Ouais. Exactement. On va passer sur Ethan Hawke. Ouais. Ethan Hawke, je pense que c'est l'un des acteurs que t'aimes le plus, que t'apprécies le plus, de par sa folie, Ouais. son côté imprévisible que t'as déjà pu citer. Moi, j'aimerais que tu parles vraiment de toi, ton ressenti quand tu le doubles, parce que c'est pas facile, je pense, vraiment à s'adapter à lui. Mais Non. en même temps, t'as dit que t'adorais ça et que c'était vraiment Mais challengeant pour toi. C'est plus un défi parce qu'il a, il a un jeu où il se permet tout et n'importe quoi. Il va dans des films d'auteurs très simples, machin, ou un peu torturés comme ça. Il va dans le truc plus d'action. Là, il vient de faire le truc avec Marvel, la série Moon, machin. Ouais. Donc, c'est pareil. Il navigue là où il a envie. Il aime bien les gens avec qui il tourne. Ça se sent. Mais il est au taquet, quoi. C'est un vrai comédien. Il compose, il fait des personnages, des trucs. Donc, c'est toujours passionnant à faire. Ouais, et même lui, mine de rien, on s'en rend pas compte, mais avec du recul, sa carrière, c'est Énorme. quelque chose de... Il Training Day. Ouais, Training On oublie, Day. beaucoup l'oublient, Ouais, parce que avec Denzel, bon, voilà, Denzel l'a pris à la lumière, évidemment. Mais Training Day, Ah ouais, non, tu c'était le un de retrouves ses dans premiers trucs. Prédestination, il a Et- sorti il y a pas très longtemps. Et il a commencé dans le cercle des poètes disparus quand même, avec Robin Williams, qui est un film iconique aussi. C'était son tout premier film, il devait avoir 17 ans, quoi, 18 ans. Exactement. Ce Et genre de carrière où la personne a su se renouveler. Ouais, Et je pense que cet aspect de curiosité que tu parlais pour toi dans ta carrière, je pense que ça se sent même que lui, il est très curieux. absolument. Il aime apprendre, il aime se challenger. Ça se sent par les C'est rôles ça. qu'il a. 24 heures limite, prédestination, des choses vraiment différentes, hein, même qui mélangent le cerveau Ouais, également. C'est totalement. Il va dans l'action, il va dans le film d'auteur, il va dans thriller, la comédie shakespearienne, il va dans plein de trucs différents. Il a peur de rien et j'aime bien ça. Super. Bon, du coup, tu as répondu un peu tout à l'heure à la question, notamment sur Matrix. Ouais. Là, je viens de dire Training Day. C'est-à-dire que toi, vraiment, quand tu doublais les films, bon, je veux plus parler de Training Day par exemple, que tu as doublé, est-ce que tu sentais les classiques entre guillemets arriver, des films qui marquent une époque à ce point-là? Non, pas totalement, mais je sens un bon film en général. Ok. Et ça, tout de suite, tu vois que le film tient la route et qu'il va être bien. Mm. Surtout quand tu as des acteurs comme Casting ça, aussi, ça, bien sûr. tu te dis, ouais, ça peut marcher. Ça a été rare que je vois un film en me disant, ouais, c'est trop bien, et que le film s'écrase, quoi. Il bide. Bah là, récemment, je pense à juste Babylone, malheureusement, au box-office. Ouais, C'est un mais film qui c'est... a beaucoup été apprécié, par contre. Ben oui, Exactement. Mais au box-office, un peu boycotté, etc. ouais. Après, je comprends aussi par rapport au fond du film, où il se moque en même temps d'Hollywood. Donc... Mais il se moque pas parce que c'est un film très dur Mm. sur notre métier, mais très vrai. Ouais. Il y a des séquences entières, je l'ai revu il y a pas longtemps. Ok. Il y a des séquences entières où cet acteur vieillissant, Brad Pitt, qui était donc un jeune héros avec toutes les femmes autour et tout, et il se rend compte qu'il va être remplacé, quoi, que le parlant arrive, qu'il Bien sûr. n'a plus sa place, et c'est très compliqué pour les acteurs de se dire j'ai été, Mm. je ne suis plus ou je ne serai plus. Bien sûr. Et il y a des très belles scènes comme ça où la dame lui dit mais c'est vrai, tu seras plus, mais dans 100 ans on regardera un de tes films et il y aura encore des gens qui rêveront sur toi, etc. Et il y a des très beaux moments et il parle de toute cette folie d'une époque d'Hollywood qui est passée sûr. maintenant ou qui est différente aujourd'hui. Mais c'est un très beau film, plus que simplement des images Bien de sûr, cinéma, mais c'est bien un sûr. vrai Moi, je très l'ai beau vu film. d'un œil extérieur, mais je pensais forcément des gens comme toi qui allaient pouvoir ressentir des scènes que nous, le grand public, on ne ressentira jamais. On comprendra jamais. Ben, c'est vraiment un truc destiné au métier, quoi. Exactement. C'est vrai. Ouais. On va passer à l'un de mes acteurs préférés, Ben Affleck. Ah ouais? Gone Girl, c'est dans mon top 5 de mes films C'est vrai préférés. Tout court. Ah, génial. Incroyable. Monsieur Wolf aussi, très sous-côté ce film, il faut que les gens le voient. J'incite les gens à aller voir Monsieur Wolf. Film d'action, Je l'ai pas fait celui-là, je crois, Monsieur Wolf. c'est avec son frère, c'est incroyable. Ça me dit rien celui-là. c'est C'était quand ça? Monsieur Wolf, 2014, j'ai pas envie de dire. Non, mais non, 2014 c'est Gone Girl. Monsieur Wolf, je crois que c'est un peu après, hein, vers 2017-2018. Faut que je vérifie. Et il joue dedans avec son frère. Enfin, non, pas son frère dans la vraie vie. Hein. En fait, dedans, dans le film, c'est son frère. Il y a son frère à un moment dans le film. Je vais pas spoiler les gens parce D'accord. que même là, j'en ai limite dit trop. Mais incroyable ce film. 2016, voilà, je me disais. 2016, Monsieur Wolf, à voir. Mais Ah, je Gone vais Girl, regarder. c'est l'un des films qui m'a le plus marqué, Ouais. giflé. Ce film-là et le film numéro 1 qui m'a le plus vraiment perturbé, c'est Prisoners. Ah ouais. Avec Hugh Jackman. Ouais. Parce que vous voyez le film, incroyable. Mais bref. Et du coup, Ben Affleck, t'as doublé Gone Girl. Oui. Ça, je veux absolument que tu me parles de cette expérience-là. Parce que le film, il est fou. Mais le film, là pour le coup, c'est un scénar extraordinaire. Scénario extraordinaire, c'est Fincher, c'est David Fincher, ouais, c'est lui. qui réalise. Ouais. Et Fincher, c'est celui qui avait fait Seven. Mm. Et il a toujours un univers.
C'est-à-dire que c'est pas un réalisateur lambda, c'est un réalisateur, quand il arrive, il crée tout de suite une atmosphère, il sait raconter les choses, il sait mettre en scène des comédiens, il sait mettre de la tension, du drame, des choses. Etc. Et voilà. Et donc, quand tu as un scénario qui est bien écrit, et un réalisateur qui sait mener l'histoire comme ça, dire les comédiens, après, ils ont qu'à être au mieux de leur forme et tout va bien. Quoi. Il est en plus avec Rosamund Pike dedans, qui est une actrice magnifique. Julie, et qui est perverse. C'est horrible. C'est malaisant en permanence. Exactement. Ça, c'est le genre de film très, très beau. Quoi. Ouais, c'est très, très... Ça à voir, je trouve. Après, c'est bon, faut aimer, bien évidemment. C'est pas le film que je conseillerais à tout le monde. Non, mais c'est vraiment un thriller, quoi. Ouais, pur et dur. Thriller psychologique. Et c'est hyper fort. Ouais, jusqu'à la dernière seconde, etc. Ouais, exactement. En plus, c'était inspiré d'un roman qui s'appelle Les Apparences. Français, si je me trompe pas. Mais en général, beaucoup des films importants et beaux sont tirés de romans. Bien sûr, et après, ils sont détournés de plusieurs manières. Ouais, et les bonnes adaptations font des bons films. Parce que les romans, en général, sont de qualité. Les romans qui marchent bien, on le voit tout de suite. D'ailleurs, ils sont tous en train de courir après les droits des nouveaux romans qui sortent et qui sont de qualité là-dessus. Même Ben Affleck, je le trouve aussi assez polyvalent, j'ai envie de dire. Vraiment, parce que on peut le voir aussi dans Argo, par exemple. Qui n'a rien à voir. Ouais. Mais là, il l'a réalisé en plus. Il a réalisé, ouais. Parce que je l'avais vu dans l'avion aussi. Il a cette casquette-là supplémentaire qu'il passe derrière la caméra et il fait plutôt des beaux films. Moi, je l'ai vu son dernier, la R, où il raconte l'histoire de Nike. Je l'ai pas encore vu. Je savais pas qu'il jouait dedans. Il joue dedans, mais c'est lui qui l'a réalisé. Il l'a réalisé également, ok. Et il y a Matt Damon dedans et tout, et c'est un super film. Il a vraiment un beau talent de réalisation. Donc il connaît ce métier, il sait ce qu'il fait. Et voilà, il a souffert un petit peu, à mon avis, de son côté, le BG de l'Amérique profonde, un peu comme ça. Ouais. Mais il a plus de talent qu'on ne croit, en effet. Ouais, il est versatile. Ouais. Très versatile, Ben Affleck. Ouais. Même The Town, je viens d'y penser aussi. Ouais, franchement, c'est une carrière riche qu'il a. Et pourtant, c'est pas le type d'acteur forcément que je vais aimer parce que je le trouve purement dans son jeu, très froid. Oui. Peu d'émotions qu'il laisse transparaître. Mais justement, quand il est touché par une émotion, là, ça se voit directement. Dans Gone Girl, j'ai ressenti ça. Dans The Town, logique aussi, il tombe amoureux d'une personne, ça parle de braquage, etc. Ouais. Franchement, c'est très fort. Maintenant, j'aimerais parler un peu de tes doublages sous-cotés. Pour moi, j'ai une trilogie en tête. Seigneur des Anneaux. Oui. Pour moi, c'est une trilogie qui est classique. Ouais. Mais c'est vrai, là, c'est Karl Urban, que je retrouve dans The Boys, et qui est un comédien extraordinaire aussi, que j'ai fait dans quelques films. Et c'est vrai que dans Le Seigneur des Anneaux, il a un rôle qui marque, mais qui n'est pas présent, en fait. Il arrive 2-3 fois comme ça, mais c'est tout. Et c'est un vrai acteur que j'aime bien faire. Et dans The Boys, je me régale à l'accompagner. Ça, je sais, parce que tu as dit vraiment que ça t'a... La phrase m'a fait rire, vraiment, quand tu as dit que c'était très décomplexé, parce que il se permettait tout. Là où tout doit être un minimum lisse, on doit faire attention. Dans The Boys, cette série, c'est un vrai bonbon, parce que c'est le principe du truc, quoi. Les mecs n'ont pas de filtre. Quand tu vois les super-héros, ils s'éclatent, c'est de la bouillie, c'est des trucs horribles, monstrueux. Donc il n'y a pas de filtre. Et ça, c'est vachement agréable pour nous, parce que du coup, on peut jouer aussi sans filtre sur tout ça, et les auteurs se régalent. Nickel, super. Là, j'aimerais parler un peu de tes doublages plus divers. On a parlé de The Boys, j'allais en parler, on l'a déjà fait. L'étrange histoire de Benjamin Button également. Ouais. Au niveau des jeux vidéo, tu disais que tu as été très surpris de la préparation qu'il y avait vraiment au niveau des jeux vidéo, parce que c'est beaucoup plus long. Tu disais qu'un jeu vidéo, c'est peut-être 5-6 heures de film en soi, condensé. Ah ouais, au minimum. C'était quoi ton ressenti, notamment sur Watch Dogs, si je ne me trompe pas, que tu as fait, Cyberpunk 2077 si on peut avoir un ressenti par rapport à ça. Mais c'est, le jeu vidéo, c'est une autre discipline. C'est en effet, comme tu as 15 000 options, possibilités et tout, c'est l'équivalent d'une dizaine de films de long métrage que tu dois enregistrer en fait. Mais moi je pensais pas, parce que personnage. d'un point de vue extérieur, je pensais que c'était plus court parce que les répliques sont plus courtes. Ah ouais, mais non. Pas du tout en fait, parce que quand tu pars dans un sens, les répliques sont plus courtes, mais il y a tout un sens et il faut aller jusqu'au bout. Pour finir le jeu, oui, c'est vrai. D'un point de vue, moi je vois d'un point de vue joueur, mais le joueur il finit pas forcément le jeu. Non, donc, même des trucs, toi tu les fais pas forcément, toutes les quêtes et tous les trucs, mais nous on est obligé de les faire pour les gens qui y vont. Et donc tu as le truc principal, central, mais tu as aussi tous les accès à côté. Et donc c'est extrêmement laborieux, surtout qu'au moment où nous on le fait, ils bossent sur le jeu. Donc rien n'est fini, rien n'est prêt. Ils vont mettre la dernière touche la veille de la vente des accès, tu vois.
Donc nous, on travaille sur un mec qui te dit, ben voilà, alors l'histoire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le mec, il fait ci, ça, voilà son image. On te dit, voilà le dessin du mec tel qu'il va être dans le jeu. Ah ok. Et donc, voilà son caractère, comment il est fait. Donc, la seule chose qu'on peut, à la limite, utiliser, c'est la VO, faite par un voice acteur américain, qui sont pas très bons en général. Donc, il faut essayer de reprendre ce qu'ils font dans le style. Tu vois, le mec, il parle un peu comme ça. Où tu essayes de copier un peu son style, mais tu es obligé de, toi, te recréer tout le jeu vidéo dans ta tête pour comprendre où t'en es, ce qu'il est en train de faire, avec qui le personnage qu'il rencontrera. Là. Parce qu'on te dit, lui, il rencontre dans une autre quête, machin. Lui, et donc, c'est un travail de concentration mentale, c'est un schéma mental de dingue. C'est du mind mapping, en vrai. C'est ça. C'est ça. Ok. Et on t'a proposé le jeu vidéo. Comment t'as réussi? Pourquoi t'as tenté cette première expérience déjà dedans? Parce que j'en fais depuis 25 ans des jeux vidéo, et j'avais commencé sur des jeux à l'époque, c'était pas les disquettes, mais c'était quasiment les trucs. Et que j'adore ça, parce que moi je fais ce métier pour tout faire. Je fais pas ce métier juste pour faire ceci ou cela. C'est ça l'important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mômes qui se disent, moi je veux devenir doubleur. Mais doubleur, ça veut rien dire. C'est pas un métier, doubleur. Moi, c'est comme si je disais je veux être sportif. Bah ouais. Doubleur, c'est le mec, c'est la boîte de prod qui fait du doublage. C'est pas, nous on est comédien. Et le comédien, il peut faire du doublage, de l'animation de supermarché, de la lecture de livres audio, du cinéma, de la télé, du théâtre. Il y a tout un éventail de choses à faire dans ce métier-là. Et donc voilà, j'ai fait du jeu vidéo comme j'ai fait d'autres choses, et je me suis régalé là-dessus parce qu'on est venu me demander, quoi. Super. Pour terminer sur l'aspect doublage, il y a un rôle que tu aurais voulu faire, je me trompe pas, c'est Robert Downey Jr. Ouais. Pourquoi lui? Parce que c'est un très bon comédien. On est de la même génération, et il a un talent de comédien que j'envie un peu, de liberté, où il peut jouer avec son image et tout ça. Et donc j'aurais bien aimé l'accompagner là-dessus. Ça, c'est un des Je le trouve pas forcément sous-côté, enfin, j'aime pas ce mot-là, ça veut dire tout et n'importe quoi, mais pas énormément cité. Pourtant, il est présent dans beaucoup de films. Ouais. Mais je pense qu'il souffre aussi un peu de l'image Iron Man. Il l'a dit lui-même, que... Ça lui a coupé beaucoup de choses. Mais enfin, il souffre surtout de ses délires personnels, je crois. Et que pendant longtemps, il a été quand même très borderline sur la drogue, sur plein de trucs. Bien sûr. Et ça l'a empêché de faire des choses bien. Mais comme il a du talent, on l'a rattrapé à chaque fois, et il est revenu, heureusement. Oppenheimer. Ouais. Incroyable. La tournure que prend le film quand il y a le procès, etc., sans spoiler, mais juste qu'il y a un procès, un moment avec Robert Downey Jr. qui devient fou, hystérique, qui pète un câble, incroyable. Mais tu vois, ça, c'est un comédien, c'est-à-dire qu'il apporte quelque chose, tout d'un coup, que, à mon avis, même les scénaristes ne pouvaient pas imaginer à ce point-là. C'est vrai, à ce point-là. Et il a réussi à amener un supplément d'âme à une histoire. Et donc ça, c'est les bons comédiens, les comédiens importants. Ouais, c'est vrai. Là, on va passer sur les 2-3 dernières parties. Une partie un peu flashback pour toi. Quelle a été ta plus grosse période de doute dans ta carrière? Je crois que j'y suis en permanence. Okay. C'est... on fait un métier où on ne sait pas ce qu'on va faire demain. Là, au moment du Covid, tout s'arrête. Tu te dis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Si on tourne plus, si on n'a plus le droit, tous les tournages s'étaient arrêtés, tous les studios s'étaient arrêtés, tous les trucs. Et donc là, je me suis dit, mais comment faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça a repris, ça reprend. C'est pas la même chose qu'avant. C'est toujours un peu plus bancal. Là, depuis la grève la guerre en Ukraine, la grève des acteurs aux États-Unis, c'est pareil. C'est à nouveau bancal. Tout est en permanence dans le doute. Ouais. Dans le doute du travail à faire, dans le doute de moi, de ma qualité de travail. Donc voilà, j'ai une période de doute qui est permanente depuis que je fais ce métier, mais que je crois malheureusement est inhérente à ce métier. C'est ça que j'allais dire, c'est inévitable, et je pense que tu l'as accepté, tu vis avec, tu l'acceptes. Mais c'est quelque chose à prendre en compte et à transmettre, justement aussi pour les personnes qui... Mais en plus, aujourd'hui, il n'y a plus de métier sûr, il n'y a plus de choses... C'est vrai, mais il y a plus ou moins de stabilité quand même. Ouais, mais à part un fonctionnaire, je veux dire, qui se dit, tiens, je vais rentrer dans telle boîte et dans 30 ans, j'y serai encore. Je suis d'accord avec toi. À l'époque, c'était le cas. Les gens qui y travaillaient, ils entraient dans une boîte. Tu sais, pendant 30 ans, 40 ans, dans le même truc. Exactement. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans dans une boîte, et puis après, tu fais autre chose. Je pense que ma génération et les futurs, on connaîtra peut-être 3, 4, 5 métiers différents. Bien sûr. C'est comme ça, c'est le monde qui évolue. Après, chacun pense qu'il...
Et Ça surtout cache tout avec cette intelligence artificielle qui arrive, va falloir aussi s'adapter avec d'autres switcher, trucs. exactement, parce que ça va disrupter beaucoup de choses. Bien Parce sûr. que c'est soit tu t'adaptes à ça sans forcément aimer, et je pense qu'il y aura des personnes aussi intelligentes que ça, même qui vont même faire de l'argent sur l'intelligence artificielle en proposant des logiciels, des coachings, peu importe. Soit bah t'es forcément contre ça, Bah et ouais. derrière, bah, c'est avec ou sans toi, en tous les cas ça va passer. Exactement. Exactement. Mais nickel, et t'es un meilleur, un pire moment que t'as eu potentiellement en tournage, qui te vient comme ça en tête. En tournage pour moi, en tant que comédien, Ouais, pour toi. j'ai eu la chance de tourner pas mal et j'avais fait une série qui s'appelait RIS, Police Scientifique. Ouais, c'est pour ça qu'on t'a beaucoup connu, Ouais. en tant que comédien. Et je me suis régalé parce que c'était une aventure de... Moi, j'avais jamais fait de série avant dans la continuité en tant que héros. J'allais en tant que guest. Mhm. Mais là, se dire, je peux construire un personnage justement sur la longueur, sur plusieurs épisodes, sur même plusieurs saisons, ça, c'était un vrai kiff avec des partenaires que j'aimais, avec des relations super entre les gens et tout. Et ça a été une très belle aventure, ça. Très belle expérience. Donc c'est Ouais. même pas un moment particulier, mais c'est cette expérience-là que tu Ouais. retiens, cette aventure-là. Ouais, ça c'était une Super. belle aventure et ça m'est plus arrivé jusqu'à maintenant, donc c'est un truc qui me reste. Nickel. Tu pourrais retourner dans une série avec un premier rôle tu Bien penses sûr, j'aimerais, ouais, T'aimerais bien sûr. Super. Et un moment que t'as pas forcément aimé, bon, pire moment, j'abuse, mais voilà. Non, Même pendant le doublage, par exemple, je sais pas, ça devient. Ouais, mais il y en a souvent où tu te dis... alors, soit tu as été miscasté dessus et tu te dis, c'est pas pour moi, et je suis assez mal à l'aise parce que je vois que ça rentre pas bien, que le truc est pas très bon, donc ça, c'est assez désagréable. Quand c'est comme ça, tu peux pas te désengager. Bah non, Ok. il faut faire le job, de toute façon, donc tu essayes de le faire au mieux. Ou alors, tu étais là pour doubler un comédien, mais qui est tellement mauvais lui-même en anglais que essayer de rentrer dans ces trucs pour essayer de le rendre bien, ça devient difficile. Ouais, c'est dur. Et ouais. C'est dur, c'est long. C'est pas facile. Donc ça Ok. peut arriver quelquefois, mais on a quand même la chance en général, quand on double des trucs en France, d'avoir des trucs de qualité. Par rapport à tout ce qu'ils produisent, on a la crème, entre guillemets, Bien sûr. qui viennent vendre ici, donc on est plutôt gâtés, quoi. Super, nickel. Tes 3 acteurs préférés et tes 3 voix références pour quelqu'un qui est fan de toi. On va commencer par les 3 acteurs préférés. De mes acteurs que je double, Tout ou court. des acteurs en général. En général. Waouh. Ah, ça c'est dur, ça. Brad Pitt en fait partie. Mais toute génération confondue, c'est compliqué, hein, parce que... Ouais, c'est dur, il y en a trop. Ah ouais. T'es beaucoup plus vieux que moi Ah ouais. en termes de choix. Moi, je m'arrête. Bon, allez, 2000 et après, limite. Les Paul Newman, les Dustin Hoffman, tout ça, je trouve que c'est des gens incroyables. Les Meryl Streep sont des acteurs de dingue, quoi, là-dessus. Ok, on va s'arrêter là, c'est déjà bien. Ouais. Ok, et 3 voix références françaises de doublage que tu conseillerais, mais une personne qui aime ton doublage, pour toi, elle doit passer par ça parce que c'est une sorte d'héritage qu'elle t'a laissé. Ça t'a permis également, toi aussi, d'être aussi bon dans ça. Ouais, ben, y a Richard Darbois, évidemment, qui est pour l'instant celui qui est juste avant nous, quoi, avec qui j'ai eu la chance de commencer dans Ennemi rapproché, qui est un personnage magnifique, un homme adorable et avec un talent énorme. Il y a Emmanuel Giacomi aussi, qui a une voix incroyable, Iconique. qui fait Denzel. Ouais, fait Denzel. Voilà. Pile. Ces anciennes voix de moi qui m'ont ému parce que c'était les voix des séries que je regardais quand j'étais sûr. môme Bien sûr. et qui sont ces voix-là que j'ai croisées pour certains parce qu'ils n'étaient pas encore partis, que ce soit les Francis Lax ou autres, ou Roger Carrel, qui sont des voix énormes pour notre génération à nous. Super. C'est important, je pense aussi, hein, ce travail d'héritage un peu, même si ça reste de l'audiovisuel, du Mais divertissement, c'est et important. que c'est pas une priorité pour la masse. Je pense quand même dans le métier, en tout cas, au moins dans le score de métier, qu'il y a un travail d'héritage, de transmission qui Absolument. soit fait. Et même dans le cinéma, hein, parce que moi, je suis parti chercher aussi des films plus anciens. Certes, parce que j'ai aimé certains films où je me suis dit, bon, je vais retracer. J'aime bien Denzel Washington dans Equalizer. Moi, c'était ma génération. Ouais. Je vais aller voir ce qu'il fait avant, logiquement. Je tombe sur des training days, etc. Mais des fois, je peux aller encore plus loin. Je suis tombé sur des films qui n'ont rien à voir, mais l'un de mes films préférés, par exemple, c'est 12 hommes en colère. Ah ouais. Ah oui, magnifique. Incroyable ce film. En noir et blanc. En noir et blanc. Ouais, il est super. 72, je crois, je sais même pas. Ah non, plus avant. Avant. Ah ouais, bien Peut-être- avant. Oh, c'est incroyable. Mon père, il était même pas né. Magnifique Mais film. je trouve que c'est important ce travail de transmettre un minimum. Ouais. Et ça passe par des interviews, des entretiens, pas mal de choses, etc. Et pas hésiter à redonner la balle sur ce qui nous a forgé aussi. Ça, c'est vrai que actuellement, cette histoire disparaît.
Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait le mardi soir et le dimanche soir, ce qu'on appelait les cinémas à la télé, les soirées cinéma, où ils montraient des films rétro. de 20 ans, 30 ans Ok. avant, noir Ils et le font blanc encore. ou autre. Ils le font encore sur certaines chaînes. Sur quelle chaîne? Les TMC, tout ça. Oui, mais c'est pas des assez chaînes regardé. spécialisées, c'est-à-dire Oui. que tu es obligé d'y aller. Là, Voilà. c'était sur la chaîne nationale. Ah, ok, comme Et si on avait ça sur TF1 Bah par oui. exemple. Ok. Sur France 3 le dimanche soir, Mmh. sur France 2 ou TF1, je sais plus, le Ouais, mardi c'est soir, vrai, c'est vrai. tu avais la soirée cinéma avec un vieux film, que ce soit un western, que ce soit les 12 hommes en colère, etc. Et donc, on avait accès à une culture qui était passée, mais aujourd'hui, il y a une telle consommation. Les films, ils changent toutes les semaines. Le cinéma, un film, il tient pas 4 semaines maintenant. Ah, c'est donc, vrai, c'est vrai, c'est vrai. ça bouge. C'est des trucs qu'on bouffe comme ça. Et donc, tout ça va disparaître très vite aussi, parce qu'il y aura d'autres choses à la Bien place. sûr, Et tu c'est peux vrai. pas tout reprendre. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire qui devrait se tenir et qui devrait être accessible au plus grand nombre. Je sais que dans des écoles de cinéma, même dans les écoles de cinéma, il y avait une interview d'un mec qui disait à des gens Le Rouge et le Noir, est-ce que vous l'avez lu? Et les gens disaient c'est quoi, c'est quel film? Non, c'est un roman, c'est Balzac, c'est machin. Et les mômes n'avaient même pas lu ce genre de truc. Donc il leur a dit, avant de faire du cinéma, avant d'écrire quoi que ce soit, vous allez lire tous les romans dont je vous parle, qui sont Ok. des trucs Ok, importants, Bien sûr. pour pouvoir ensuite avoir ça en vous et pour pouvoir le rendre d'une façon ou d'une autre C'est important. à travers vos histoires, vos films, etc. Et Tarantino, lui, a cette culture-là, parce qu'il s'y est intéressé, qu'il a cherché, il connaît tout le cinéma, toute la cinématographie, tous les grands films qui se sont passés. Et je crois que c'est important et que tous les jeunes devraient être curieux de ça, tous qui s'intéressent à ça, évidemment, devraient être curieux de ça, parce qu'il n'y a pas que les films d'aujourd'hui qui sont bons, il y a beaucoup de merde aujourd'hui, mais il y a des films géants d'il y a 50 ans, 60, 80 ans, Bien sûr. aujourd'hui, qui sont accessibles et qui sont vraiment des merveilles à voir. Et c'est ça en plus, c'est que ça reste accessible. Parce que certes, Et en plus, on peut avoir accès beaucoup plus facilement qu'avant. Exactement, on va pas se mentir, il y a le streaming, il n'y a pas beaucoup Bah de ouais. moyens que les gens utilisent en ce moment. Bien Donc sûr. oui, il y a l'aspect négatif du fait de surconsommation. On passe beaucoup de... c'est surconsommation, c'est popcorn, on va pas se mentir. C'est même fast-food, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi une richesse, le fait de pouvoir avoir une accessibilité facile. Bien sûr. De voir tout ce qui préfigure avant tout ce qu'on voit maintenant. Super, nickel. On va terminer sur 2 points. Quels vont être tes projets futurs? Dans quoi on pourra te retrouver? Ce que tu peux partager, bien évidemment. Alors là, je tourne un court-métrage dans 15 jours. Je tourne un épisode de Cassandre pour France 3 juste après. Et je serai au théâtre à Avignon cet été, au Festival d'Avignon. Et j'enregistre en même temps des petites choses que vous allez entendre, puisque j'attaque The Boys, la dernière saison, bientôt. Et Doc pour TF1, Ok. qui va sortir aussi bientôt. Nickel. Une sortie de zone de confort que tu aimerais faire, que tu n'as pas encore fait dans ta carrière. Peut-être compliqué, mais que tu as en tête, que tu as envie de faire potentiellement. Qui est relié à ma carrière, j'aimerais bien faire du chant. Ok. Dans une série, dans un truc, me dire tiens, tel acteur chante, c'est moi qui vais le doubler. Et par exemple, j'adore dans les Disney, il y a des chansons par moment, des trucs, et je me dis j'aurais bien aimé être pris pour un Disney et faire une chanson, pas la Reine des Neiges, mais ce genre-là, quoi. On va terminer sur un conseil que tu aimerais donner aux aspirants comédiens, aspirants doubleurs, peu importe le terme, mais voilà, des personnes qui aimeraient s'inscrire dans tout ça. Malgré tout ce que tu as pu dire avant, il y avait pas mal de conseils. D'ailleurs, ça à revoir, tout ça. Mais un seul, je devais en garder un seul. Un seul conseil, curiosité et travail. Simple. Clair, net, précis. Ouais. Nickel, hein. Parfait, parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, Beaucoup Isma. pour ton temps. C'était top. On a pu voir beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes. C'était un plaisir. Ben, moi aussi. Et on te souhaite le meilleur. On te souhaite le meilleur pour la suite. Et ben pour vous aussi, grande réussite au Beaucoup, podcast. En tout cas, l'équipe, c'était le 3e épisode des Figures de l'ombre. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, la partager. Bien évidemment, on se retrouve sur notre chaîne pour des futurs épisodes aussi enrichissants. Et on se dit à la prochaine en tout cas. Prenez soin de vous. À bientôt.